Alors, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat. Nous sommes ici aujourd'hui pour entendre les 4 candidats qui se proposent à nous comme porte-parole et président de Québec solidaire. Depuis la fondation du parti, Amir Kadir et Françoise David ont fait un travail exemplaire, je pense qu'on peut le dire, pour faire connaître nos idées, notre parti, puis rendre le Québec plus juste, plus solidaire et plus humain. Ils sont maintenant tous deux à l'Assemblée nationale. Il devenait donc nécessaire d'élire un nouveau porte-parole. En effet, nos statuts requièrent la présence non seulement d'un porte-parole féminin et masculin, mais aussi d'un porte-parole extra-parlementaire à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui n'est pas élu et qui amène une vision terrain, puis qui travaille comme président à la construction du parti. Quand je disais pas élu, ça ne veut pas dire pas élu au sein de notre instance, ça veut dire pas élu à l'Assemblée nationale. Alors, le débat d'aujourd'hui va se dérouler en 3 parties. D'abord, les candidats ici présents vont se présenter à nous, afin qu'on puisse un peu mieux les connaître. Ensuite de ça, je vais leur poser des questions qui ont été présentées par les associations et par le comité organisateur. Finalement, la parole sera à vous. Vous pourrez poser vos propres questions sur des sujets qui vous semblent prioritaires, des sujets qui ont été ou pas traités lors du débat. Pour le bon déroulement du débat, je vais être la gardienne du temps. Je vais aussi m'assurer un temps de parole équitable pour chacun d'entre vous. Alors, nous sommes en présence d'Andrés Fontecilla, de David Fortin-Côté, Yvan Zanetti et d'Alexandre Leduc. Bonsoir. La parole est maintenant à vous. Vous avez 3 minutes pour nous dire qui vous êtes, pour nous dire pourquoi vous avez envie de devenir le prochain porte-parole et président de Québec solidaire et pour nous exprimer qu'est-ce qui vous qualifie pour ces postes. Nous allons procéder dans l'ordre alphabétique, donc on débute avec Andrés Fontecilla. Merci Alex. Tout d'abord, j'aimerais remercier les gens de Québec, les organisations de Québec solidaire d'avoir organisé ce débat. C'est important. Ce n'est pas un débat, c'est une discussion. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'exposer nos différents points de vue sur ce qui doit être un porte-parole et plus largement sur ce qui doit être Québec solidaire. Tout d'abord, qui je suis? Donc, je m'appelle Andrés Fontecilla, je suis d'origine chilienne. Je suis arrivé ici au Québec au tout début de mon adolescence, au début des années 80. J'ai fait ma scolarité ici au Québec. Et très jeune, je me suis impliqué dans les mouvements de solidarité internationale, tout particulièrement avec les mouvements de solidarité envers l'Amérique latine au Chili, qui à l'époque vivait sous la dictature du général Pinochet. Et aussi avec les mouvements de solidarité envers le Nicaragua, le Salvador, etc. Plus tard, je me suis impliqué très activement dans les mouvements étudiants, en ayant toujours comme revendication principale l'accès à l'éducation et la gratuité scolaire. Depuis 1998, je travaille dans un organisme communautaire de base dans le quartier Villeray, à Montréal, dans le domaine de ce qu'on appelle la lutte à la pauvreté. Si je présente ma candidature au poste de porte-parole et président de Québec solidaire, c'est parce que j'aimerais approfondir tout particulièrement 2 thèmes. La question de la démocratie et la discussion politique au sein de notre parti et la question de notre façon de communiquer, de passer notre message à la population québécoise. Tout d'abord, une préoccupation qui m'habite, c'est comment faire en sorte d'approfondir la discussion politique au sein de notre parti, au-delà de la préparation des élections. Donc, je crois que pour cela, la coordination nationale de Québec solidaire et les porte-paroles devraient produire régulièrement, quelques fois par année, ce que moi j'appelle un rapport de conjoncture, qui n'est qu'une analyse des forces politiques en présence, qui se positionnent devant certains enjeux en cours dans la société et qui sont assortis d'actions qui devraient être assumées par l'ensemble du parti. Donc, ce rapport de conjoncture devrait être adressé à l'ensemble des instances locales, régionales, les associations de campus, etc. du parti pour que les militants et militantes puissent en prendre connaissance,
en débattre. Et les porte-paroles pourraient, par exemple, un mois à l'avance des événements nationaux de Québec solidaire, devraient organiser des conférences, des présentations de ces rapports de conjoncture aux membres du parti, par exemple via des téléconférences ou des tournées régionales à travers le Québec, pour susciter justement l'échange entre les porte-paroles et la base militante de notre parti. En terminant, M. Fontecchia? Et en terminant, je pense qu'un deuxième sujet qui est très important, c'est le développement des campagnes politiques adressées à la population qui portent sur différents sujets qui nous intéressent. Notre parti ne doit pas s'adresser à la population seulement pendant 30 jours de campagne électorale. On doit être en permanence en communication avec la population et que nos militants et militantes deviennent des porte-paroles dans chaque secteur, dans leur secteur spécifique. Je veux faire en sorte qu'on soit un parti qui communique en permanence à la population du Québec. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre avec David Fortin-Côté. Oui, bonjour. Je joins ma voix aussi à Andrés pour vous remercier de votre accueil ici. C'est vraiment intéressant. J'avais vraiment hâte de venir vous rencontrer. J'adore toujours venir à Québec. À chaque fois que je vois le pont Pierre-Laporte, moi, je trippe bien gros. En fait, je vais me présenter un peu. David Fortin-Côté, j'ai 21 ans et je suis présentement étudiant au baccalauréat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Donc, j'adore vraiment ce programme-là. C'est un programme qui m'ouvre vraiment beaucoup d'horizons. J'ai également été candidat aux dernières élections dans la circonscription de Montarville à l'âge de 20 ans. J'étais dans les plus jeunes candidats au Québec. C'était vraiment très plaisant de faire ça, même si on était en session rattrapée à la fin de la campagne. Ça a été une belle explication malgré tout. Et je suis aussi responsable de la commission de la vie démocratique et régionale au sein de la commission politique de notre parti. Donc, j'ai réfléchi surtout sur les questions de comment approfondir notre réflexion sur la réforme du mode de scrutin, par exemple, ou la décentralisation. Également, moi, je suis quelqu'un qui a adoré la politique depuis le tout début. Beaucoup de simulations parlementaires et politiques à mon actif. J'ai fait une simulation de l'ONU où j'ai représenté l'Afrique du Sud dans un débat sur le nucléaire. Donc, ça a été un débat qui est quand même très dense, mais j'avais un beau rôle avec l'Afrique du Sud, un pays qui s'est ouvert avec le temps. J'ai aussi été sélectionné 2 fois au Forum étudiant, une simulation parlementaire qui se déroule ici à Québec, à l'Assemblée nationale, où j'ai été ministre des Transports en 2012. Et ça a été vraiment formidable comme expérience, où j'ai pu apprendre beaucoup sur le processus législatif. Je suis aussi impliqué dans les milieux environnementaux, droits humains, également sportifs et culturels. J'adore le théâtre, l'improvisation. Ça a été vraiment des domaines qui m'ont marqué. J'ai été entraîneur d'improvisation avec des jeunes de 12 à 17 ans. J'ai vraiment aimé ça, pouvoir leur communiquer ma passion du théâtre et de l'improvisation. Et j'aime beaucoup aussi participer à la promotion de la culture dans mon coin. Je suis vice-président de l'organisme Kino Rive-Sud qui fait la promotion du cinéma amateur. Étant moi-même cinéaste amateur, c'est une implication qui me permet de faire diffuser la culture. Moi, je me présente au poste de porte-parole, en fait, en gros, parce que c'est ça, j'ai une vision de la démocratie. Moi, je veux vraiment qu'on se fasse consulter davantage. On a des nouvelles technologies qui nous permettent de plus en plus cette consultation. Et je trouve ça important parce qu'on est membre d'un parti, on est intéressé, on réfléchit beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des textes ici à Québec solidaire. Ces gens-là ont des idées. Je pense que c'est bien qu'ils se fassent entendre plus régulièrement. On a les moyens de le faire. Également, Québec solidaire, c'est un parti de jeunes. Je pense qu'on est capable de continuer de démontrer notre solidarité avec les mouvements étudiants, avec les jeunes. On l'a fait par le passé. On a la chance ici d'avoir un porte-parole qui est lui-même étudiant et de continuer à porter cette voix-là, la voix du printemps érable dans notre parti politique, mais plus fort que jamais. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne rencontre. Merci beaucoup, David Fortin-Côté. Nous allons maintenant poursuivre avec Alexandre Leduc. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Donc, merci de nous recevoir, c'est très apprécié. Alexandre Leduc, je suis un historien de formation. Je travaille comme conseiller syndical. Je fais du recrutement, donc on aide à créer des nouveaux syndicats. J'étais candidat dans Hochelaga-Maisonneuve aux dernières élections et avec un excellent travail d'équipe, nous sommes arrivés à la 2e place avec 24% des voix. Je me présente aujourd'hui devant vous car je veux que Québec solidaire, qui est un jeune parti, devienne véritablement le parti des jeunes. Il y a toute une nouvelle génération qui s'est formée comme militants et militantes avec le Printemps québécois et qui doivent vraiment sentir que c'est à Québec solidaire que ça se passe, l'action politique, l'action progressiste. Je me présente aussi parce que je veux qu'on ait un parti politique qui a de l'ambition et qui veuille vraiment aspirer à devenir un parti d'envergure nationale, à remplacer
le PQ dans la gauche québécoise. Et comment on va y arriver, entre autres, en clarifiant notre discours sur la souveraineté, en parlant un petit peu plus de souveraineté. Et ce que je propose de faire, c'est une proposition de relancer la campagne paysdeprojet.org. Vous vous rappelez, en 2011, on avait fait une belle campagne là-dessus. On pourrait la relancer avec un axe qui pourrait s'adresser plus particulièrement aux communautés culturelles et un autre axe qui pourrait parler du projet de République. Hein? J'aimerais ça qu'on parle un peu plus de République quand on parle d'indépendance. Il faut aussi s'organiser un peu mieux quand on est dans la rue. Vous savez, on est très présent dans les luttes sociales. Il faut continuer ce volet-là. Une des façons de continuer à mieux s'organiser serait, une autre proposition, de créer un comité de mobilisation nationale pour nous aider à distribuer les tracts, les informations dans les manifestations et justement, potentiellement aussi un comité journal national pour vraiment s'assurer qu'on ait du bon matériel quand arrive le moment d'une grande manifestation d'envergure. Ça, c'est plus pour le volet porte-parole, mais vous savez, la tâche à laquelle moi et mes collègues vous proposent de faire, il y a deux volets. Il y a le volet porte-parole, mais il y a aussi le volet président. Et là-dessus, il faut vraiment miser sur l'organisation. Une de mes priorités, ça va être de développer et de créer des organisations de comté. Je pense qu'on en a quand même plusieurs à Québec solidaire, mais il en manque. Si on veut vraiment aspirer à avoir un parti politique qui devient d'envergure nationale, il faut développer les organisations de comté. C'est vraiment là que ça se passe, la base d'un parti politique. C'est là que les membres se rassemblent, c'est là que les membres s'organisent. Donc, plus d'associations de comté, développer une culture de financement, des stratégies pour recruter des centaines de nouveaux membres et évidemment trouver des candidatures intéressantes pour défendre nos couleurs aux prochaines élections. C'est un travail que j'ai déjà fait dans le passé, dans mes implications étudiantes ou syndicales. C'est un travail que j'ai envie de faire en équipe, un travail que j'ai envie de faire avec vous. Et ben voilà, j'ai bien hâte de pouvoir échanger avec vous un peu plus tard dans la soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Leduc. On va terminer la période de présentation avec M. Yvan Zanetti. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de la circonscription d'Argenteuil et nous avons eu 2 élections en 2012, une partielle et une générale. Je suis très content d'être invité ici parce que pour moi, c'est un retour aux sources. J'ai immigré en 89 et je suis arrivé à Québec. J'ai commencé par Limoilou, ensuite le quartier Saint-Roch. J'ai un parcours atypique. J'ai une formation en électronique, en informatique, mais je n'étais pas satisfait. J'ai pris 4 jours de vacances, je suis atterri à Montréal, arrivé à Québec, je ne suis jamais reparti. Je suis tombé en amour. De fil en aiguille, j'ai dansé ici à Québec avec la compagnie Danse Partout. J'ai été chorégraphe, j'ai été technicien de scène. Et bien sûr, la culture, ça bouge. Il faut qu'on rayonne toujours plus loin. J'ai déménagé à Montréal. À Montréal, j'ai continué comme danseur, technicien de scène, chorégraphe. Puis tout d'un coup est arrivé des enfants. Je suis devenu père. Puis là, j'ai senti l'urgence. Il faut un avenir pour mes enfants. Et je suis parti en ruralité. On a trouvé une maison avec la mère de mes enfants. Et depuis, ça m'a appelé tout le côté artisan. Travailler avec mes mains, la terre. Je suis devenu maçon, charpentier. J'ai un super potager. J'ai des abeilles. Et puis, toutes ces choses-là, j'étais apolitique. J'ai découvert Québec solidaire. J'ai vu Amir, j'ai vu Françoise. Puis là, ça se peut pas. Ça se peut pas. Je suis tombé, mais encore plus en amour parce que ça rejoignait mes valeurs à moi. Mes valeurs, je n'avais pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Donc, c'est pour cette raison que je me présente aujourd'hui comme président et co-porte-parole à Québec solidaire pour continuer l'extraordinaire travail de Françoise, d'Amir, de tous nos bénévoles et de tous nos membres, parce qu'aujourd'hui, on devient un parti fort. Et puis, la chose qui me tient à cœur, c'est qu'on ne peut pas dissocier les grands centres de la ruralité. Les valeurs de Québec solidaire sont tellement fortes. Les idées ont été pensées par vous tous. Et ces choses-là, c'est important pour l'épanouissement puis le rayonnement de nos régions. Parce que quand on parle de pauvreté, quand on parle d'injustice sociale dans les régions, si on ne s'en occupe pas, ça s'en va dans les grands centres urbains. Et qu'est-ce que ça fait? On est des spécialistes au 21e siècle. Mégas hôpitaux, mégas écoles, mégas dépotoirs.
Et quand il y a un problème, on a des méga problèmes. Donc aujourd'hui, on doit revenir à nos sources. Et c'est pour cette raison que je me présente à Québec solidaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, les 4 candidats se sont présentés à nous. Maintenant, allons-y un peu plus profondément. Allons voir qu'est-ce qui se cache dans leurs idées pour mieux les connaître. On va poursuivre avec les questions qui ont été préparées par les associations et par le comité organisateur. Les questions ont été regroupées en 5 thèmes, soit la vie interne et démocratique, la souveraineté, l'économie et la justice sociale, le féminisme et l'écologie. Pour les gens des associations qui auraient préparé des questions, je tiens à vous informer que si votre question n'est pas mentionnée, c'est qu'elle le sera à Montréal. Dans le fond, les questions qui ne seront pas posées aujourd'hui vont l'être à Montréal. Pour chaque thème, je vais poser une question qui va être attitrée à chacun des candidats et ils auront 1 minute pour me répondre. La distribution des questions s'est faite par tirage au sort. Donc, on y va avec les questions. Alors, on va commencer avec M. Fontecilla. Lors du prochain congrès en mai, alors on est dans le thème « Vie interne et démocratique ». Alors, lors du prochain congrès en mai, la question des circonscriptions prioritaires et intermédiaires sera revue. Comment voyez-vous la conciliation entre l'élection de plus de députés et l'augmentation du pourcentage de vote dans les autres circonscriptions? Donc, d'une part, il faut faire élire plus de députés et augmenter notre vote partout au Québec. Et je pense qu'il est effectivement important que le parti adresse toutes ses forces à faire élire davantage de députés là où nous pouvons le faire, parce que ce n'est pas partout au Québec, il faut être réaliste. Par contre, il faut aussi que l'ensemble des militants et militantes du Québec solidaire dans l'ensemble du Québec puissent aussi travailler dans leurs circonscriptions locales. Moi, je pense que tout en travaillant, en ne pas négligeant les campagnes électorales dans les circonscriptions locales qui ont moins de chances de faire élire un député, on doit faire en sorte comme parti qui, à l'extérieur des campagnes électorales, que ces militants et militantes puissent se sentir utiles à travers justement le développement des campagnes politiques. Donc, on ne fait pas appel aux militants et militantes seulement pendant 30 jours dans des causes qui sont un peu souvent difficiles, mais on leur donne des outils pour qu'ils s'adressent à la population à travers des campagnes politiques au cours de 12 mois par année entre les élections. Merci. Alors, on poursuit avec Alexandre Leduc. Une association en difficulté sollicite votre aide. Que proposez-vous pour stimuler la participation des membres dans leur association locale? C'est une question préparée par l'Association de Saint-Jérôme. Très bonne question. J'ai eu à faire face à ce problème-là quand j'ai commencé à m'impliquer dans Schlager Maisonneuve en 2008, pendant les élections de 2008. Juste après, il y a eu un creux de vague. Donc, il y avait un peu moins d'intérêt. Et on a dû reprendre l'association en main. Il n'y a pas 15 000 solutions. Hein? Il faut se construire une équipe. Donc, aller voir les gens, des gens avec qui on a envie de travailler, sortir la liste de téléphone, appeler les membres un par un, les solliciter, leur dire « Viens, c'est important à la prochaine assemblée, on va discuter de 1, 2, 3, 4, 5 sujets. » Un truc qui peut être intéressant, c'est inviter des conférenciers. Par exemple, si on avait eu à traiter dans l'enjeu 1 en 2009 sur l'indépendance, hein, est-ce qu'on devait se positionner en faveur ou contre, etc. Alors, on avait fait venir un militant de longue date qui avait traversé tous les grands débats de la gauche à partir des années 60, qui nous avait montré c'était quoi les tenants et aboutissants de ces débats-là. Donc, il y a le côté mobilisation, faire venir un intervenant externe, mais au final, il faut vraiment avoir un travail d'appel envers les membres. Merci. Merci. On poursuit avec Yvan Zanetti. Alors, Québec solidaire est à la fois un parti des urnes et de la rue. Quelle est votre vision d'un parti de la rue? Comment voyez-vous le lien avec les mouvements sociaux? Très bonne question. Les mouvements sociaux, pour moi, c'est toute la sémantique d'une société. C'est important de toujours se donner des objectifs qu'on puisse atteindre, parce que sinon, après, on se décourage. Il faut toujours se donner des petites choses réalisables dans le plus simple des moments. Donc, j'ai perdu la question. Excusez-moi. Alors, Québec solidaire est à la fois un parti des urnes et de la rue. Quel lien voyez-vous avec les mouvements sociaux? C'est que
dans la rue, c'est là qu'on a le peuple. Parce qu'il ne faut pas oublier, Québec solidaire, c'est aussi le parti qui parle d'inclusion. C'est le parti des exclus. C'est le parti de ceux qui n'ont pas leur voix à donner. Parce que c'est un parti qui est ouvert à tous et tous à la même valeur aux yeux de tous. Et c'est important. Pour moi, la rue a une valeur qu'on ne peut pas dissocier. Parce que tout être humain a droit au respect. Et si je pourrais donner un nom au programme de Québec solidaire, c'est le programme du respect. Merci. Alors, nous allons terminer le bloc vie interne et démocratique avec David Fortin-Côté. La question, quelle a été votre implication locale et quelle est votre connaissance des différentes instances de Québec solidaire? Oui, ben moi, j'ai eu la chance, à mon arrivée dans le Québec solidaire, en fait, de voir que ce parti-là avait aucune barrière pour les jeunes. Donc, à ce moment-là, j'en ai profité et je suis vraiment sauté à pieds joints dans le parti. Je me suis rapidement impliqué sur mon comité de coordination locale et puis bon, j'ai fait pas mal tout ce qu'on pouvait faire ou presque dans cette association-là. D'ailleurs, en ce moment, on a justement une difficulté et j'essaie de tenir ça le mieux que je peux. On va bientôt avoir une assemblée générale, donc on va vraiment mobiliser les gens et donc je suis dans la préparation de cette assemblée-là. Également, j'ai été m'impliquer sur un début d'association régionale du point de vue de la Montérégie, de la Rive-Sud de Longueuil. On essaie d'organiser une association régionale et je suis présent aux réunions. Et également, bien entendu, au niveau national, je me suis impliqué dans la commission politique. Donc, moi, j'ai vraiment passé à plusieurs tâches. Je me suis vraiment impliqué avec des militantes et des militants de partout au Québec. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire et je suis prêt à continuer ce travail-là dans toutes les associations qui vont avoir besoin de cette expertise-là, d'avoir touché à peu près tout ce qui peut être touché dans les assos. Merci. Alors, c'est ce qui termine le bloc vie interne et démocratique. On commence par M. Leduc. Alors, quels sont, selon vous, les éléments qui nous différencient des autres partis souverainistes? D'abord, la démocratie interne, je pense que c'est une évidence. Vous avez peut-être déjà participé à un congrès de Québec solidaire. Ils sont plus fréquents, hein, d'abord. Je pense que le PQ a un congrès aux 7 ans, puis ON n'en a presque pas. Donc là, il y a la démocratie interne qui est fondamentale, mais sur la démarche, hein, c'est là où est-ce qu'il faut se distinguer. Notre démarche d'accession à l'indépendance est beaucoup plus démocratique. Donc l'Assemblée constituante, où on convoque l'ensemble de la société civile à venir discuter des institutions qu'on veut se donner pour améliorer notre vivre ensemble québécois. Et c'est aussi un pays de projet. Donc, nous, on a un projet social. Ce n'est pas une indépendance désincarnée sur l'axe gauche-droite. Au contraire, nous, on veut faire de l'indépendance un moment fondateur pour se doter de nouvelles institutions égalitaires et justes autant au plein de vue sociale que politique. Merci beaucoup. Merci bien. Ça va bien, le respect du temps. Vraiment, on a des candidats au poste de porte-parole qui sont très disciplinés, oui. Alors, on poursuit avec une question à M. Fortin-Côté. Alors, comment envisagez-vous de renforcer les liens avec les Premières Nations? Ben moi, en fait, ça peut paraître bizarre, mais j'ai une partie de ma famille qui est autochtone, j'ai une partie de ma famille qui est anglophone, puis une partie de ma famille qui est francophone. Donc moi, je me suis vraiment senti concerné par l'Assemblée constituante. Et moi, c'est certain que le lien avec les Premières Nations est évident, il est primordial, de par le fait que j'ai déjà des origines chez les Premières Nations et j'en suis très fier. Et c'est pour ça que je m'implique beaucoup dans Québec solidaire. Donc c'est important d'aller les voir, d'aller leur expliquer c'est quoi le processus d'Assemblée constituante, l'inclusivité puis la démocratie au sein de ce processus-là. C'est vraiment comme ça qu'on se démarque des autres partis. René Lévesque a déjà dit que les idées, c'était les idées d'une génération. Et là, Québec solidaire porte la voix de la souveraineté de la nouvelle génération. C'est ça le message qu'il faut aller porter aux gens, aux Premières Nations, aux anglophones et aux francophones du Québec. Merci. Merci. On poursuit avec Yvan Zanetti. Alors, que pensez-vous de la gouvernance souverainiste? Alors, la gouvernance souverainiste, indépendantiste, c'est quoi en 2013 tout ça? Je vous dis sincèrement, je suis un immigrant. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui me parle dans le programme de Québec solidaire, c'est le pays de projet ou le projet de pays. C'est très important. En ayant fait 2 campagnes électorales à rapprocher dans une circonscription riche d'anglophones, j'ai quasiment tripé à chaque fois que j'ai rencontré un anglophone
pour leur parler de notre souveraineté, pour leur parler de notre indépendance. Parce qu'au début, même quand ils voyaient le carré rouge, c'était comme, oh, la violence et tout. Puis là, je leur parlais de la vision de Québec solidaire. C'est quoi qu'ils feraient? Notre assemblée constituante? En fait, c'est même pas la nôtre. On la met de l'avant, puis après, ça ne nous appartient plus. Donc, pour moi, ça, c'est des choses importantes, parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas l'histoire de René Lévesque, si ce n'est que le peu que j'en ai lu dans les livres, puis de ce que les gens m'ont raconté. En conclusion? Je viens de l'étranger, ça fait 24 ans que je suis ici, et je suis pour notre pays. Merci. Alors, on termine le bloc souveraineté avec Andrés Fontecilla. Et la question, pourquoi le processus référendaire du Parti québécois a-t-il conduit à un échec? Fondamentalement, selon moi, parce que c'est un projet, c'est une stratégie, le référendum, c'est une stratégie qui est à la base et avant tout issue de la vision de la majorité issue de la nation canadienne-française. C'est un projet qui n'a pas été capable d'interpeller l'ensemble des composants de la société québécoise, autant la communauté anglophone, autant les allophones, les immigrants et immigrantes, autant les autochtones. C'est un projet qui a été toujours perçu comme ayant une couleur et une langue. Une couleur blanche et une langue issue de la majorité canadienne-française. Et Québec solidaire, justement, la proposition d'Assemblée constituante étant inclusive et démocratique, est en mesure de développer un discours qui fait de la place à l'ensemble des composants de la société québécoise. Et c'est pour ça que c'est une stratégie qu'on doit mettre dès l'avant et remplacer les stratégies référendistes du Parti québécois. Merci. Alors, pour le thème économie et justice sociale, nous allons débuter avec Yvan Zanetti. La question, lorsque Québec solidaire prendra le pouvoir, quels défis se poseront à nous? Quelle démarche pourra être prise dès maintenant pour y faire face? C'est beaucoup de questions dans une. Parce que la première chose que l'on doit faire, c'est que pour arriver à notre justice sociale, pour arriver à notre économie, on doit valoriser, favoriser tous nos artisans. Il faut qu'on développe tout de suite notre économie de proximité. Parce qu'en étant proche, on crée de l'emploi autour de chez nous, puis c'est ça qui est important. Il faut qu'on arrête d'acheter 5000 km de bateau. Je suis un fervent de bio. Allez dans un magasin de bio, trouvez-moi une graine qui ne vient pas de la Chine. La Chine est le plus gros producteur de bio. Ici, on a des terres fantastiques. On a des agriculteurs fantastiques. Donc, on doit développer notre économie de proximité. Merci. On poursuit avec David Fortin-Côté. Donc, la question, le déficit zéro semble être un objectif à court terme du Parti québécois. Qu'en pensez-vous? Bien, moi, tout d'abord, je trouve que la logique du déficit zéro, en fait, est une logique qui n'est pas nécessairement la meilleure en soi, qu'elle soit à court terme ou pas. Moi, je pense qu'on doit laisser le déficit zéro de côté, en fait, que ce ne soit plus la priorité, que la priorité, ce soit le bien commun. Je pense qu'on est au-delà de ça que de voir que des chiffres. Il faut voir des humains derrière ça. Et c'est ça que Québec solidaire va faire. Il va voir une démocratisation de l'économie, que l'économie, ce ne soit plus juste là, quelques personnes qui s'en occupent et qui décident pour nous de ce qui va arriver. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les citoyennes et les citoyens s'embarquent maintenant dans le processus de l'économie. Que c'est ça que Québec solidaire en propose, de le redonner aux gens, de la démocratiser. C'est ça l'économie du 21e siècle. C'est comme ça qu'on la propose. Puis c'est ça qui est emballant avec ce projet-là. Le déficit zéro, court terme, long terme, c'est une logique néolibérale de laquelle il faut sortir. Merci. Merci. On poursuit avec Andrés Fontecilla. Alors, le revenu minimum garanti est une mesure importante pour Québec solidaire. Comment défendez-vous ce programme qui coûte 5 milliards de dollars? Donc, Québec solidaire, selon moi, est le seul parti en Amérique du Nord et peut-être de tout le monde industrialisé qui a le courage de mettre de l'avant une mesure aussi progressiste que le revenu minimal garanti qui va faire en sorte que les revenus qui couvre l'ensemble des besoins essentiels, ce soit un droit pour l'ensemble de la population de notre pays, le Québec.
Donc, c'est une question, le revenu minimal garanti, ce n'est pas une question de charité, ce n'est pas une question de santé publique, c'est avant tout une question de droits. Et de la façon que je le mets de l'avant souvent, c'est que, et surtout par rapport aux personnes prestataires de l'aide sociale, c'est que ce système-là va faire en sorte de remplacer l'aide sociale, une loi, un vrai carcan qui stigmatise les gens qui vivent la pauvreté et qui les oblige à se tenir, à vivre encore dans la pauvreté. Le revenu minimal garanti est une mesure qui peut faire en sorte que les personnes vivant dans la situation de pauvreté peuvent aller plus loin et se sortir justement de cette situation-là. Merci. Alors, on termine le bloc économie et justice sociale avec Alexandre Leduc. Comment convaincre en 1 minute une citoyenne qui considère déjà payer trop d'impôts et de taxes de la nécessité de renforcer la couverture sociale de l'ensemble de la population québécoise? Il faut réussir à lui faire voir le problème de manière macro, de manière générale. Les taxes qu'elle paye, les impôts qu'elle paye sont entre autres majoritairement consacrés à la santé. Hein? Vous savez que c'est le ministère de la Santé qui prend la plus grande part du budget et des gens malades, des gens qui ont moins de revenus, qui sont mal logés, sont susceptibles d'avoir plus besoin du système de santé. Donc, si on fait en sorte de mieux redistribuer la richesse, on va pouvoir réduire les dépenses de l'État, notamment en prévention, si on est capable d'avoir des bons programmes de prévention, et ça va faire en sorte que ces impôts à elle, probablement qu'elle fait en bas de 100 000 ne seront pas touchés personnellement. Parce que vous savez que c'est vraiment les gens qui font beaucoup d'argent qu'on vise par notre mesure de hausse d'impôts et les entreprises, évidemment, notamment les banques. Donc, je la rassurerai sur son portefeuille, il ne sera pas allégé. Au contraire, on propose aussi des mesures de hausse de salaire minimum, etc., qui va faire en sorte qu'au final, elle sera en meilleure posture financièrement. Voilà. Merci. Alors, on y va sur le thème du féminisme. Un petit tac au tac pour commencer. Je commence avec David Fortin-Côté. Ah, avec le micro cette fois-ci. Féminisme. Important. Yvan Zanetti. Françoise David. Extraordinaire. Réseaux sociaux. Communication. Et finalement, droite. Antiféministe. Merci. Justement, l'analyse féministe doit être transversale à toutes les propositions, à toutes les positions de Québec solidaire. Donc, le féminisme doit être maîtrisé absolument par le porte-parole. Donc, sur ce thème, nous allons commencer par David Fortin-Côté. En quoi la hausse des frais de scolarité touchera plus spécifiquement... Je recommence. En quoi la hausse des frais de scolarité touchera plus spécifiquement les femmes? Je l'ai eu. Ben, en fait, ce qui est important de comprendre avec la hausse des frais de scolarité, c'est que ça s'inscrit dans la logique du patriarcat. Ça s'inscrit dans la logique néolibérale où il y a une oppression qui est faite sur les femmes de façon constante et de laquelle on n'est pas encore sorti. Et Québec solidaire, c'est ça qu'on propose. On propose de sortir du patriarcat. On propose de sortir du néolibéralisme. La hausse des frais de scolarité, ça touche plus particulièrement les femmes parce que il y a beaucoup de femmes qui sont monoparentales. J'en connais, des étudiantes qui sont monoparentales, qui ont des enfants, et ces personnes-là ont de la difficulté après ça à payer leurs frais de scolarité parce qu'elles doivent occuper un emploi, elles doivent s'occuper de leurs enfants, trouver des places en garderie, avoir des dépenses de loyer, de logement, et tout ça. À un moment donné, le fardeau est beaucoup trop au-dessus d'elle. La logique néolibérale, qui n'est pas juste dans les frais de scolarité, mais qui est implantée partout dans la société en ce moment, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup plus d'impact sur les femmes. Et c'est pour ça qu'à Québec solidaire, on fait l'analyse différenciée selon les sexes pour trouver où le patriarcat oppresse les femmes afin de changer ça. Merci. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec M. Leduc. La question, de quelle manière la question de l'accès au logement s'adresse-t-elle de façon particulière aux femmes? C'est évidemment que la question du logement social est fondamentale. Dans mon quartier, c'est un sujet qui est très brûlant. La question des femmes, vous savez, il y a beaucoup de mères qui sont monoparentales, qui donc ont à faire
la jonction entre du temps consacré au travail. Souvent, les gens qui travaillent au salaire minimum à 70% sont des femmes. Donc, il y a un gros problème à ce niveau-là. Et le loyer, qui est en constante augmentation, est une source de fardeau financier pour ces femmes-là monoparentales. Il y a plusieurs solutions qui existent à Québec solidaire. Il faut continuer à les mettre de l'avant, notamment un registre national des baux. Ça aide à faire en sorte de pouvoir connaître le prix du loyer payé par le locataire précédent. Et j'en profite pour faire un crochet avec le salaire minimum. Moi, c'est un dossier qui me tient énormément à cœur. Il faut absolument pousser sur le dossier du salaire minimum. C'est de cette façon-là qu'on va faire en sorte de sortir de la pauvreté et que l'ensemble de la population, notamment les femmes québécoises, aura l'occasion de vivre décemment au Québec. Merci. Merci. C'est pas en coupant dans l'aide sociale qu'on ramène les gens vers l'emploi? Non? Excusez. Alors, je l'ai échappé. Alors, Monsieur Zanetti, maintenant, quelles mesures concrètes prendrez-vous pour accroître la participation des femmes à la vie démocratique de Québec solidaire et aussi au plan des candidatures? C'est une question du comté de Mercier. C'est tout un gros problème. Ça demande tout un changement de société. Et le Québec est prêt à faire ça. Je suis d'origine suisse, un grand mangeur de chocolat. Et puis, c'est un pays qui est très patriarcal. Et quand je suis arrivé, j'ai évolué, j'ai vu plein de spectacles. Je suis né dans un théâtre. Et puis, je voyais plein de spectacles, et souvent des artistes québécois. Et pour moi, le Québec, c'était le pays de la femme. Et quand je suis arrivé ici, c'était vrai. Mais le combat n'est pas fini. Puis c'est ça qu'il ne faut pas qu'on se leurre, parce qu'avec nos politiques néolibérales qu'on a aujourd'hui, on recule, on recule, on recule. Avec tout ce qui se passe avec la scolarité, avec les frais qui augmentent, c'est toujours les femmes qui doivent payer. Donc, je suis d'avis qu'il faut donner une parole, même double, triple, aux femmes. Il faut qu'on les aide à se présenter, à monter sur le strapontin, comme la femme à Dario Fo, une excellente comédienne, mais qui n'a pas peur de se lever puis dire les vraies choses. Merci. Alors, on termine la question du féminisme avec Andrés Fontecilla. Comment concilier nos prises de position sur la laïcité et notre projet féministe? Tout d'abord, la laïcité concerne la séparation de l'Église et de l'État. Ça concerne les institutions. Ça ne veut pas dire qu'on va taper sur la tête des personnes, et en particulier des femmes qui portent des signes religieux. Les individus, en particulier des femmes qui portent des signes religieux, c'est une chose, et la laïcité de nos institutions publiques, qui doit être mise de l'avant, qui doit être accentuée, est une autre chose. Moi, je pense dans ce sens-là, comme les pense, et je suis convaincu que ce n'est pas parce qu'une personne qui travaille à la fonction publique porte un signe religieux qu'elle est en train de faire du prosélytisme politique. Et si on élimine, comme certains partis politiques le proposent, on interdit le port des signes religieux, par exemple les foulards islamiques, ça va faire en sorte de stigmatiser et d'isoler davantage les femmes d'origine musulmane de la société québécoise. C'est surtout pas ce qu'on veut. Merci. Alors, on arrive déjà à notre dernier thème. Déjà, j'imagine que vous c'est du gros travail. C'est le genre de joute qu'on devrait organiser plus souvent pour s'imposer un travail de porte-parole. On arrive au thème de l'écologie. On commence avec un petit tac au tac. Andrés, débat. Échange d'idées. Alexandre, écologie. Vert. Yvan, laïcité. Intégré. Et David, candidat. Parité. Il l'a cherché. Alors, sur le thème de l'écologie, nous allons commencer avec Andrés Fontecilla. L'accord de libre-échange est un enjeu actuel très complexe. Pouvez-vous développer sur l'impact que celui-ci aura sur l'agriculture locale? Question difficile.
Un accord de libre-échange, ça permet fondamentalement l'accès des capitaux étrangers dans un pays donné. Donc, dans ce cas-ci, on négocie avec l'Europe et on pourrait envisager, par exemple, que des capitaux étrangers se mettent à acquérir un grand nombre de terres agricoles ici au Québec, en arrivant évidemment avec des gros capitaux et en mesure de battre n'importe quelle offre que notre agriculteur ou agricultrice pourrait mettre sur la table. Donc, d'autre part, un accord de libre-échange, ça signifie l'arrivée massive de produits de façon industrielle qui viendraient notamment concurrencer de façon déloyale les produits qui sont, par exemple, produits de façon biologique et équitable au Québec. Donc, c'est fondamentalement des projets qui vont aller à l'encontre des intérêts de l'agriculture ici au Québec et il faut s'en opposer, évidemment. Merci. On poursuit avec la question à Alexandre Leduc. Alors, en quoi le plan vert est-il porteur d'un projet social? On ne pourra pas, en tant qu'humanité, se projeter dans l'avenir, survivre, sans s'attaquer foncièrement à la question de l'écologie. On ne peut plus parler d'économie sans parler d'écologie. Ça doit être les deux faces d'une même pièce, d'un même problème. Le plan vert de Québec solidaire, dans le fond, c'est le plan économique. Hein? C'est un peu le cadre budgétaire aussi. C'est les grands projets qu'on veut faire. Et c'est les grands projets qui vont créer de l'emploi. Et c'est là-dessus qu'on doit orienter le virage écologique et s'opposer profondément et clairement au virage pétrolier du PQ. C'est en disant non, c'est possible de créer de l'emploi au Québec, en disant non au pétrole, mais en disant oui à des énergies alternatives, en disant oui à l'électrification du transport urbain, en disant oui à un projet de monorail suspendu et en disant oui à toutes les autres formes d'énergie alternative. C'est créateur d'emplois et c'est ça qu'il faut faire pour aller de l'avant au Québec. Merci. Merci. Alors, on poursuit avec David Fortin-Côté. Selon vous, quelle serait la meilleure stratégie afin d'amorcer la transition vers les énergies nouvelles, renouvelables et non polluantes? C'est une question préparée par la région de la Capitale-Nationale. Ben, très bonne question. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la thématique des transports. J'ai été ministre des Transports du Forum étudiant. J'ai été conseiller transport pour Projet Montréal dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Pourquoi les transports? C'est 70 de notre consommation de pétrole, c'est 40 des gaz à effet de serre et c'est des dépenses pour les ménages qui sont considérables. Et avec le potentiel hydroélectrique, électrique qu'on a au Québec, je ne vois pas pourquoi on n'a même pas déjà amorcé ce virage-là. On a des entreprises qui fabriquent massivement et qui font la fierté dans les pays étrangers. On fabrique des métros, des autobus ici. On les envoie à l'étranger. Les personnes à l'étranger sont super contents, mais on n'en a pas ici. Et avec l'électrification des transports en commun, on a vraiment un projet d'avenir qui va vraiment nous sortir des énergies fossiles puis des énergies non renouvelables pour s'en aller vers vraiment le transport du 21e siècle. Merci. Alors, c'est la dernière question à Yvan Zanetti. Donc, dans le contexte de mondialisation actuelle, comment envisagez-vous, dans un Québec indépendant, la nationalisation de certains secteurs de l'économie? Belle question. Je veux tout de suite mettre quelque chose au clair. Quand on parle d'écologie, pour moi, c'est indissociable. On a l'éducation, on a la santé, on a l'agriculture. Il faut que le féminisme, excusez-moi, pour moi, c'est mes 4 points très importants. Je ne peux pas me dissocier de ces 4 points. Il faut, pour avoir notre pays de projet, il faut qu'on développe notre proximité. Il faut qu'on arrête de penser globalement. Il faut qu'on repense notre village. Il faut que l'on repense notre ruralité. C'est-à-dire, pour être souverain chez nous, il n'y a pas longtemps, les gens ils savaient qu'est-ce qu'il fallait pour passer son hiver. Aujourd'hui, on est dans un bateau qui coule. On fait tous partie de ce bateau. Donc, on doit se réapproprier notre autonomie alimentaire, énergétique, psychologique, et de cette manière, être souverain localement, chez nous. Merci. Alors, c'est ce qui termine les questions préparées par les associations et le comité organisateur. On va prendre une petite pause
avant d'enchaîner avec les questions du public, je pense que c'était dense comme contenu. Il va falloir digérer tout ça et ça va vous laisser le temps de relaxer un peu. Donc, on va prendre quelques minutes de pause, puis on va poursuivre avec les questions du public. Alors, nous en sommes maintenant aux questions du public. Pendant la pause, il y a des gens qui m'ont fait la remarque que jamais on pouvait faire des comparaisons entre vous sur une même question, parce que les questions étaient toujours différentes. Donc, pour les questions du public, j'inviterais peut-être quelqu'un à commencer avec une question à poser aux 4 candidats. Donc, si vous avez des questions spécifiques... Ah bon. Ah, mon Dieu, la courtoisie ici. Alors, Guy Roy. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui est supposé me promener. Ah, OK. Donc, si vous avez des questions, vous venez à moi. J'ai expliqué ça à Bernard tantôt, mon compagnon de combat pour soutenir El Salvador. J'ai une question que je suis un peu gêné de la poser, c'est pour ça que j'aurais aimé ça rencontrer les 4 candidats. En tout cas, ils m'ont dit de la poser, je la pose. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir à Québec solidaire, parce qu'il n'y a pas vraiment de peuples qui se sont libérés sans des alliances de différentes tendances politiques dans leur propre pays, est-ce qu'on ne peut pas envisager que Québec solidaire ait une position prudente sur cette question-là des alliances? Et puis, là, c'est clair que le contexte n'est pas favorable à ça maintenant, mais il pourrait le devenir, une alliance qui inclurait tous les souverainistes, y compris le PQ. Donc, j'ai pas pigé d'ordre pour cette question-là. Est-ce que quelqu'un voudrait casser la glace? Donc, Yvan. Ah, pour une fois, YZ en premier. Merci. Alors, les alliances, c'est une très bonne question, monsieur, parce que personnellement, je ne pourrais pas et je ne veux pas répondre à cette question pour la simple et bonne raison que je vais laisser nos membres décider. Je vais laisser la démocratie participative de Québec solidaire prendre ça en main. Donc, ce que je vous offre, monsieur, c'est de rejoindre, de créer un comité et vous vous penchez sur la question. Parce que pour moi, je ne peux pas me prononcer. Je me présente comme co-porte-parole et je suis là pour votre parole. Merci. Qui veut poursuivre? Alexandre Leduc. Donc, oui, évidemment que en tant que porte-parole, on doit appliquer la position qui va être déterminée au prochain congrès de mai, mais je pense qu'on nous demande notre avis peut-être plus personnel ce soir. Moi, personnellement, je ne suis pas très favorable à ces idées d'alliance-là. Je vous explique pourquoi. C'est très simple. Aux dernières élections, on a eu quoi comme principal problème? On a eu le problème du vote stratégique, le vote utile. Et si on ouvre la porte et on continue à ouvrir la porte à des alliances avec le Parti québécois, bien, j'ai bien l'impression que nous-mêmes, on applique une couche de vernis de social-démocratie sur le Parti québécois parce qu'on estime qu'il est suffisamment à gauche pour faire alliance avec nous. Alors, au contraire, je pense qu'il faut faire rupture avec le Parti québécois et dire non, voter pour le Parti québécois, voter stratégiquement ou utilement, ce n'est pas une solution, ça crée des problèmes sociaux, ça génère des coupures dans l'aide sociale, ça génère une indexation des frais de scolarité. Il faut aller vers un autre modèle, vers une alternative crédible, et cette alternative-là, c'est Québec solidaire. Merci. Merci. David Fortin-Côté. Oui, bien justement, il y a le prochain congrès qui va se pencher sur la question, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de rappeler notre déclaration de principe. Dans notre déclaration de principe, c'est écrit « Nous sommes de gauche », et ça, je crois que c'est fondamental dans toutes les discussions qu'il va y avoir par rapport aux futures alliances, si on veut en faire ou pas. Je ne peux pas influencer les débats à ce niveau-là. Le prochain congrès va se pencher sur la question. J'ai bien hâte de voir ce qui va sortir. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est justement qu'on est de gauche. Et puis, en ce moment, le PQ n'est pas de gauche. Il est néolibéral, dans la continuité du Parti libéral et même, je dirais, quasiment pire. Hier, j'étais à la manifestation pour souligner le premier anniversaire du Printemps érable. Et puis, on n'a même pas eu le droit de marcher plus de 10 minutes, alors que sous le Parti libéral, au moins, on avait le droit de marcher. Alors là, je vois avec le PQ, on est vraiment loin d'avoir un parti de gauche en face de nous autres. Merci. Merci. Monsieur Fontesilla. Je crois qu'il est
contre-productif de s'opposer à des alliances politiques par principe. Tout est une question de contexte. Dans ce sens-là, je pense qu'en ce moment, en 2013, la famille souverainiste n'existait plus. Elle n'existait plus depuis 2006, depuis la naissance de Québec solidaire, et elle s'est encore désarticulée davantage avec la naissance d'Option nationale. En ce moment, faire une alliance électorale entre souverainistes, concrètement avec les partis québécois, dans ce cas concret, nous avons beaucoup à donner et très peu à gagner. Donc, pour nous, dans ce contexte-là, ce n'est pas intéressant de faire une alliance politique. Et plus fondamentalement, ça a été souligné par mes collègues, il faut faire une alliance politique non seulement sur un point aussi important soit-il, c'est-à-dire la souveraineté et l'indépendance du Québec, mais aussi sur une vision partagée de notre société. Et cette vision partagée n'existait pas ni entre nous et les partis québécois, ni entre nous et Option nationale. Merci. Merci. Alors, une deuxième question. Lucie, je t'inviterai à venir à l'avant. Je vais faire tour de parole homme-femme. Donc, on terminera avec M. Ramos. Alors, je voudrais savoir quels sont les enjeux, selon vous, qui entourent les droits des minorités sexuelles et comment ces enjeux-là rejoignent-ils la question du féminisme et de la population générale? Merci. Alors, est-ce que quelqu'un se lance aussi vite que tout à l'heure ou est-ce que j'y vais? Bien, le seul qui n'écrit pas. Allons-y avec David Fortin-Côté. Oui, ça va me faire plaisir de répondre à cette question-là. En fait, comme je l'ai dit tantôt, le patriarcat, c'est ce qui fait l'oppression. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des minorités au sein des femmes qui sont encore plus oppressées. Et ça, c'est important de lutter contre toute forme d'oppression. On a des femmes qui sont oppressées parce qu'elles sont d'une autre communauté culturelle, parce qu'elles sont d'une minorité sexuelle aussi. Et ce qui est important, c'est d'aller justement contrer ces effets-là en proposant des mesures. Et Québec solidaire, c'est le seul parti qui se positionne ouvertement pour les droits de ces minorités-là. On est le parti de la rue et on a eu une grosse marche, on a une grosse délégation à la marche pour l'égalité des personnes de minorités sexuelles. J'étais malheureusement pas là, mais j'aurais bien aimé y être. Et puis, je sais qu'on est présent. On a un collectif pour les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres à Québec solidaire. Et c'est important que ce groupe-là existe, qui continue la réflexion à trouver des moyens d'éliminer ces distinctions-là au sein de la société. Merci. On poursuit avec Alexandre Leduc. Le féminisme, l'ouverture par rapport à la tolérance, par rapport à la diversité sexuelle, ce n'est pas un handicap, c'est une médaille. C'est une médaille qu'on devrait porter fièrement comme valeur et qu'on pousse dans la société en général. Je pense que ça passe notamment par l'éducation, surtout primaire, préscolaire, etc. Mais ça passe en tant que parti politique avec un objectif qu'on se donne en commun, qui est d'avoir une parité en termes de délégation dans nos congrès, mais surtout une parité en termes de candidature, que ce soit régionalement ou nationalement. Donc, on pousse de l'avant des femmes comme candidates et aussi des femmes issues des minorités sexuelles, en ayant donc des candidates fortes, mises de l'avant, avec porteuses de dossiers et de valeurs. On va être capable de la changer, cette société-là, et la changer dans le bon sens, dans le sens de la tolérance. Merci. Merci. On poursuit avec Andrés Fontecilla. Donc, je pense qu'on est un parti qui porte de façon très marquée la question de l'inclusion des minorités sexuelles au sein de notre parti. Et vous le savez, on pousse, on encourage que des personnes, des minorités sexuelles soient candidates au poste de député. Donc, c'est une bonne façon de mettre de l'avant cette question-là. Ceci dit, la question de la discrimination, l'homophobie, par exemple, existe encore dans notre société. On doit faire une lutte décidée contre cette question-là. Mais ce qu'il me semble le plus important, c'est que les minorités sexuelles
sont en train de former de nouveaux modèles de ce qui peut être les relations entre les sexes de demain. Et ça peut inspirer fortement non seulement les mouvements féministes, mais l'ensemble de la société à concevoir différemment les relations hommes-femmes dénuées des rapports de domination, des rapports marqués par les patriarcats. Je pense qu'on doit s'inspirer de ce qui se passe chez les minorités sexuelles pour concevoir aussi l'avenir. Merci. On termine avec Yvan Zanetti. Minorité sexuelle. Ce mot minorité, je l'aime pas. Et à Québec solidaire, on a un programme, on parle d'éducation. Et avant tout, pour contrer nos problèmes de minorité, on va aller dans l'éducation. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est fait face à une minorité? Ces gens-là font face à un jugement. Et le jugement, c'est terrible. C'est aussi dommageable que la pauvreté, se faire juger, avoir le sentiment d'être jugé. Et puis pour passer au-dessus du jugement, c'est l'éducation, c'est partager. Je ne vois pas d'autre solution. Et à Québec solidaire, tout le programme est basé là-dessus. J'aimerais y donner un nom, je le répète une autre fois, mais pour moi, Québec solidaire, son programme, ça s'appelle le respect. Merci. Alors maintenant, je m'en voudrais là, de ne pas donner la parole à M. Victor Ramos pour poser sa question, qui sera la dernière, en fait, de la période de questions. Merci beaucoup. Tantôt, M. André Fontecilla nous a présenté un peu un portrait de comment c'était la stratégie des deux référendums que nous avons tous vécu. Ça s'est présenté comme le projet d'une langue, d'une partie de la société, d'un parti. Et ça a déteint aussi sur tous les mouvements indépendantistes. En même temps, on parle souvent, j'écoute souvent parler des projets d'indépendance, pardon, des options indépendantistes. Pour moi, personnellement, l'indépendance n'est pas une option. C'est une condition fondamentale de tout peuple. En même temps, est le socle de la démocratie. Dans ce contexte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour aller chercher vraiment ces gens, ces démocrates de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les origines qui sont là et qui devraient voter pour l'indépendance du Québec? Merci. Par qui on commence, Yvan? En tant qu'immigrant, quand je suis arrivé ici, j'ai connu le référendum de 95. Et je peux vous dire que le fédéral a tout fait pour me faire croire que si je votais pour le Québec, j'allais perdre ma nationalité canadienne. Mais ils ont oublié de me dire que j'allais avoir ma nationalité québécoise. Donc pour moi, c'est important. Québec solidaire, on se doit de travailler très fort, de rassembler, de continuer à rassembler, de faire le porte-à-porte, de dire c'est quoi notre projet de pays. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme en 95, où ce que c'était soi-disant, moi on m'a fait croire que c'était, le Québec voulait se séparer pour la langue parce que le français était en danger. Mais qu'est-ce qu'ils nous offraient? Je n'étais pas d'accord. Parce que faut toujours se poser la question, à qui ça profite si on n'a pas de projet de société? Ça profite toujours aux compagnies néolibérales. Donc pour ça, il faut qu'on continue notre travail à Québec solidaire et qu'on leur présente c'est quoi qu'on veut comme pays de projet. Merci. Oui, bonjour. Moi, comme je l'ai dit, je suis issu là, de mes origines de par trois groupes linguistiques au Québec, par trois origines qui sont très, très importantes pour moi. Mais ce qui est important, c'est de dire que la souveraineté, elle ne vient plus d'en haut, mais que la souveraineté, elle appartient au peuple.
Elle appartient à toutes les citoyennes et tous les citoyens du Québec, de tous les horizons. C'est ça, Québec solidaire. C'est ça, l'Assemblée constituante, cette inclusivité, cette démocratie. Et la souveraineté, ce qu'il faut aller dire, c'est que c'est pas juste parce qu'on veut émanciper la langue, tout ça. Non, c'est parce qu'on en a besoin pour réaliser notre programme de gauche, pour réaliser un Québec juste et équitable, où ce que tout le monde a le bien commun, où ce que le bien commun règne par-dessus tout. C'est ça que Québec solidaire doit aller défendre sur la place publique. C'est ça que Québec solidaire doit aller défendre partout, partout au Québec, dans toutes les régions, dans les villes, dans les campagnes. C'est ça ce qui doit résonner comme de Québec solidaire. C'est cette souveraineté-là au peuple, aux gens. Merci. Merci. Alors, toujours sur la même question, on poursuit avec Alexandre Leduc. Je l'ai dit plus tôt en ouverture, je pense qu'il faut relancer payerdeprojet.org avec un axe particulièrement sur les communautés culturelles, un autre sur la République. Vous savez, une des meilleures façons, je pense, d'aller rencontrer les gens des communautés culturelles, de leur présenter le projet de l'indépendance du Québec, c'est de leur dire qu'en adhérant à ce projet-là, ils vont changer, ils vont troquer leur statut d'immigrants pour un statut de peuple fondateur. Parce que le jour 1 de l'indépendance du Québec, tous les gens qui vont résider ici, tous les habitants de ce territoire seront le peuple fondateur de la République du Québec. Et en invitant les communautés culturelles à partir à cette aventure-là, en leur convainquant qu'il y aura plus d'intégration, plus d'opportunités économiques et plus de démocratie dans cette République-là, je pense que c'est une stratégie gagnante pour obtenir une majorité d'appui et l'avoir à notre pays. Merci. Merci. Donc, la question était de comment aller chercher des démocrates pour les convaincre d'aller vers l'indépendance. Tout d'abord, je pense que la constituante est un excellent moyen de les convaincre parce que c'est un débat, c'est un processus de débat politique sur notre projet de pays. Ceci dit, l'indépendance, l'opposition à l'indépendance ne vient pas seulement des anglophones ou des allophones, etc. Il y a une bonne partie de la société québécoise, canadienne-française qu'on appelle, qui aussi s'oppose à l'indépendance. Donc, c'est présenter ce projet-là de façon non partisane comme l'a fait le PQ, mais un projet qui appartient à l'ensemble de la société, comme l'a dit David, et d'inviter tout le monde, non seulement à l'indépendance, mais à construire un pays de justice sociale, un pays d'égalité, un pays d'égalité entre les hommes et les femmes, un pays où on se projette vers l'avenir. Donc, ce n'est pas seulement l'indépendance, c'est une indépendance associée à un projet. Et c'est de cette façon-là, il me semble, qu'on va motiver beaucoup de gens qui, a priori, s'opposent à l'indépendance à choisir cette voie-là pour construire le Québec pour nos enfants. Merci. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions. Je sais qu'en proposant que les questions soient dirigées vers les 4 candidats, ça a beaucoup limité les questions du public, mais en même temps, je trouvais que c'était un exercice intéressant là, d'avoir les différents points de vue. Alors, le débat tire à sa fin. On vous laisse la possibilité de nous dire un mot de la fin. Encore 1 minute. Vous devez être habitués. Un petit mot de la fin. On pourrait aller dans l'ordre alphabétique inversé cette fois-ci. Donc, Ivan Zanetti, encore une fois. Je suis gâté aujourd'hui. Je tiens à tous vous remercier de votre accueil chaleureux et je tiens à remercier David, Alexandre, Andrés. Je suis encore plus fier aujourd'hui de participer et de travailler et de mettre mon énergie à Québec solidaire. Parce que, je m'excuse, hein, mais ils sont formidables. Moi, là, je suis pas né politicien. Je travaille avec mes mains. Mais je suis très content de donner ce que je peux, ce que j'ai. Et je vais voler une réplique à Amir. Non, Amir, lui, il a Gandhi. Hein? On a tous su ça par les médias. Mais moi, je vais vous donner un secret. Moi, j'ai Amir, puis j'ai Françoise. Donc, je vous remercie tous. Et puis, je suis disponible pour vous rencontrer dans toutes les associations. Merci. Merci beaucoup. Bien, effectivement, M. Zanetti vient de le dire, puis je tiens à le mentionner, les questions que vous n'auriez pas eu le temps de poser, peut-être que vous pourriez le faire de façon informelle là, après le débat.
Donc, le mot de la fin d'Alexandre Leduc. Merci beaucoup d'être venu nous écouter sur place ou sur Internet. Donc, je suis un membre fondateur de Québec solidaire. J'ai toujours eu la fibre de gauche excessivement développée. Je suis un militant de la base de notre parti. J'ai commencé à m'impliquer dans mon association locale dans Hochelaga et j'ai envie d'amener le travail d'équipe que j'ai développé là au niveau national. Je pense qu'on doit continuer aussi à s'organiser quand on va travailler avec la rue. Il faut qu'on développe aussi notre volet partie de la rue. Il faut qu'on développe un comité de mobilisation, un comité journal. On en a parlé plus tôt. Mais surtout, je veux qu'on aspire à devenir un parti d'envergure nationale. Je veux qu'on aspire à remplacer le PQ. Puis pour faire ça, il faut s'organiser, il faut continuer à travailler. Et j'ai envie de le faire avec vous. Et j'ai hâte de vous voir au congrès du 3 et 4 mai à l'UQAM. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. David Fortin-Côté, pour le mot de la fin. Bien, c'est ça. Merci beaucoup, en fait, de nous avoir accueillis. Je suis toujours heureux, comme je l'ai dit, de venir à Québec, de rencontrer les gens. Vous êtes tellement une belle gang formidable. Je connais beaucoup de militantes et militants ici, d'ailleurs, qui font un travail extraordinaire à faire progresser Québec solidaire ici, dans la région de la Capitale-Nationale. Effectivement, merci encore à tous les autres candidats de se prêter aussi à cet exercice-là qui, effectivement, on devrait faire de plus en plus dans notre parti. Quoi dire de plus que, ben, effectivement, moi aussi, je vous invite vraiment à venir me parler. Je suis quelqu'un qui est très, très, très sociable. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir me parler de plein de sujets. Je suis assez intéressé par la chose politique pour en faire un baccalauréat puis une maîtrise pour aller l'enseigner à des jeunes. Donc, je vous dis, je suis très intéressé par ça. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour chez vous. Et puis, mijotez ça jusqu'au 3 et 4, 5 mai à l'UQAM. On va avoir du fun entre-temps. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir organisé ce débat-là, cette occasion de s'adresser à l'ensemble du parti. Je souhaite et je constate agréablement ce soir que cette petite campagne au sein de Québec solidaire est aussi une occasion de faire un grand débat d'idées dans notre parti et que ce ne soit pas seulement une confrontation entre personnes, mais que ce soit une occasion pour mettre de l'avant des idées, de nouvelles idées, pour aller avancer de façon plus forte comme parti au sein de la société québécoise. Donc, je vous remercie et j'espère que vous allez continuer à approfondir ce que l'ensemble des candidats vous proposent et vous allez faire un choix éclairé sur notre vision au poste de porte-parole et président. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce débat. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé. Ça m'a fait plaisir. Et merci à tout le monde d'être venus. Donc, passez une belle fin de soirée. Passez une belle fin de soirée et on suit ça de proche sur Internet et jusqu'au congrès. Voilà.